Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là pour ce nouveau cycle de conférences. Alors rapidement, ce cycle de conférences est proposé par l'AFECOP, l'association francophone d'éco-psychologie, qui est encore une jeune association, hein. Depuis 2021, on œuvre voilà, dans cette association à faire reconnaître l'éco-psychologie, à tisser du lien entre les différents réseaux, différentes personnes autour des thématiques de l'éco-psychologie. Et on a vocation de former, d'informer, d'éduquer, voilà, tout ce qui touche autour de l'éco-psychologie en francophonie. Et donc, voilà, ces cycles de conférences sont aussi un moyen de faire connaître et de diffuser ce beau champ transdisciplinaire qu'est l'éco-psychologie. Voilà, je n'en dis pas plus et je donne la parole à Emmanuel. Merci Johan. Donc ce cycle de conférences s'appelle «Savoir d'où on vient pour savoir où on va» et il était vraiment important pour nous au sein de la FECOP d'avoir ce cycle de conférences pour, mieux comprendre comment s'implanter dans le territoire francophone et ça nous paraissait inconcevable de le faire sans, reconnaître, réfléchir, explorer, ressentir et comprendre les histoires des femmes, des hommes, des collectifs, mais aussi des concepts et des pratiques qui ont contribué en fait à rendre le terrain de l'écopsychologie plus fertile et plus vivant. En fait, les enjeux actuels de l'écopsychologie, on les hérite d'un passé avec ses points d'ombre et ses points de lumière, ses points de friction, ses points d'harmonie, ses non-dits, ses histoires racontées et il est fondamental, en fait, de prendre ce temps ensemble, afin de mieux éclairer le présent proche et les enjeux actuels de l'écopsychologie dans notre monde en profonde transition. C'est donc avec beaucoup de gratitude, que la FECOP donne le bâton de parole aux anciens, aux anciennes, sans qui le réseau de Mycélium ne serait pas aussi dense et aussi vivant que maintenant. Nous, on a eu la chance avec Johan, lorsqu'on a commencé à mettre en œuvre la FECOP, d'arriver sur un terrain qui avait déjà été, fertilisé par les anciens. Mais je ne crois pas que les anciens aient eu cette chance et c'était important pour nous, d'être vraiment dans cette gratitude et de donner la parole. Et ce cycle de conférences, je suis très, heureuse et très honorée de l'ouvrir avec, Marie Romanens, qui est la première à ouvrir ce cycle de conférences, qui finalement est un peu notre grand-mère, heu et qui, voilà et qui nous a beaucoup aidés, Johan, moi et d'autres, à implanter la FECOP, à croire en nous, à croire dans l'écopsychologie en France et à nous donner, beaucoup de courage, beaucoup d'amour. Donc, c'est avec beaucoup de reconnaissance, Marie, que je te donne la parole pour te présenter aujourd'hui. Bien, merci Johan, merci à toi Emmanuel, et merci pour l'initiative qui me touche beaucoup, évidemment. Donc, je vais essayer de répondre aux questions et dire un petit peu quel a été mon propre trajet à travers l'écopsychologie. Donc, merci de me donner cette possibilité. Pour me présenter, eh bien, je suis née en 1949, j'ai fait des études de médecine et puis, une fois que j'ai fini mes études de médecine, bon, j'étais interne, je me posais des questions et comme j'avais fait un stage en psychiatrie, ça m'intéressait vraiment, d'entendre, d'écouter les gens et donc je suis allée dans ce domaine-là, ce qui m'a permis de comprendre qu'il fallait aussi que je m'écoute moi et que je me donne du temps pour, comprendre ce qui se passait en moi. Voilà, et de fil en aiguille, j'ai fait plusieurs formations, des formations psychocorporelles, des formations analytiques, et donc je me suis installée en cabinet. Et très vite, j'ai eu envie d'écrire parce que j'étais très concernée par les liens. D'abord entre spiritualité et psychologie, ce qui à l'époque était très très dissident. Donc ça a été mon premier ouvrage. Avec le social aussi, parce que ce que j'ai entendu, j'en parlais avec Emmanuel tout récemment, de la souffrance au travail dans les années 90 m'a amené à parler de qu'est-ce qui se passait au niveau de la société pour faire tant de souffrance au travail, donc dans maltraitance au travail. Et puis après, ben, je me suis attaquée au rapport homme-nature. Voilà, d'où mon intérêt pour l'éco-psychologie. Ah, je n'entends plus le son. Ah pardon, je disais merci Marie pour cette présentation. Et bah, super. Du coup, j'aurais une première question pour toi, c'est comment tu as découvert l'écopsychologie? Et quand tu l'as découvert, qu'est-ce qui a résonné en toi
quand tu as découvert l'éco-psychologie? D'abord, il faut dire que j'ai une sensibilité écologique qui me vient de loin. Avec mes parents, on allait régulièrement en vacances chez ma grand-tante en Ardèche, dans un haut village d'Ardèche, à Rochepaul exactement. Et là, j'ai mes racines. Et parce que ma grand-tante, elle m'a emmené cueillir les champignons, cueillir les myrtilles, les bavets, etc. Et vraiment, là, ça m'a imprégné. J'avais une enfance souffrante et me perdre au milieu des pins, ça c'était magnifique pour moi, ça a été très très soutenant. Donc j'avais cette sensibilité et un ami de WWF m'a informé qu'il y avait les rencontres, c'était en 2004, il y avait les, excusez-moi, les rencontres écologie-spiritualité à Karmaling en 2004. Et il m'a dit, mais est-ce que tu voudrais pas être la psy de service parce qu'on n'a pas de psy? Eh ben oui, que ça m'intéresse. Eh ben que oui. Donc j'y ai été et j'ai donné une conférence et aussi on avait prévu pour moi un atelier où j'avais inventé une pratique, voilà, pour le rapport homme-nature. Et j'avais vaguement entendu parler de l'éco-psychologie, mais j'avais rien travaillé là-dessus à ce moment-là. Et voilà, pas que quand j'arrive à la porte de la salle de cet atelier, était marqué Marie Romanin, c'est co-psychologue. Waouh! Alors je me suis dit, bah, si on me met cette étiquette, il faut que j'aille voir de près. D'accord, j'en ai entendu parler, mais je ne connais pas vraiment, il faut que j'aille voir de près. Et c'est ça qui m'a lancée. Alors bien sûr, j'étais déjà dans des bouquins comme de Robert Hénard, François Terrasson, j'avais déjà lu tout ça, mais pas d'éco-psychologie proprement dite. Donc je suis allée voir Francis Mazur, comment il s'appelle, celui qui écrit aussi sur les forêts, Bernard Boisson. Voilà, et bien sûr, Roland de Miller, qui a écrit sur l'écophilosophie et l'écopsychologie. Donc ça a été mes premières lectures. Et de là, après, j'ai été... ah oui, un ouvrage très, très important qui a été fondamental pour moi, c'est l'ouvrage de Harold Searle, L'environnement dans l'humain. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'écopsychologie. Alors après, oui, après cette intervention à Karmaling, du coup, comme ça avait plu aux gens, j'ai été invitée. J'ai été invitée à Écologie au quotidien, à Die, à Florac, à Arles, à Chambéry. Donc il fallait que je creuse, que je continue à creuser la question. Et jusqu'au moment où j'ai rencontré, dans une rencontre TPTS, je ne sais pas si vous avez entendu parler, transformation personnelle, transformation sociale. C'était avec Ivan Malchev qui organisait ça parce qu'il voyait bien l'importance de travailler et sur la transformation personnelle et sur la transformation collective. Et à une rencontre comme ça, je rencontre avec Patrick, qui m'accompagnait, on rencontre, Patrick Guérin, on rencontre Jean-Pierre Ledanf, qui nous dit, ben, je veux faire un groupe pour réfléchir à ce que c'est que l'éco-psychologie, peut-être faire quelque chose dans le cadre de la Fondation Nicolas Hulot à Paris. Est-ce que vous viendriez? Et donc, on s'est embarqué là, où on a rencontré plein de gens. On a rencontré justement Bernard Boisson, Séverine Millet, qui a créé Nature Humaine, Gauthier Chapelle, voilà. Tous les anciens, quoi. Voilà, les premiers. Les premiers. Donc finalement, quand on t'entend, l'éco-psychologie est venue à toi. Oui, oui. Mmh. C'est-à-dire que j'avais cette sensibilité. La preuve, c'est que cet ami Thierry Touvenot, là, du WWF, il a pensé à moi pour la rencontre à Karmaling. Donc j'avais bien une sensibilité, mais je n'allais pas plus loin. Et puis pouf, on m'a pris. C'est génial. OK. Mmh, du coup, pour toi, dans l'éco-psychologie, mais quelles sont, tu vois, tes clés d'entrée dans l'éco-psychologie? C'est quoi tes clés d'entrée à toi? Qu'est-ce que tu dis? Les voies d'entrée? Les voies d'entrée Ouais, dans tes les... voies d'entrée, ta compréhension à toi de l'éco-psychologie. Euh, J'étais convaincue que si on traitait la nature comme ça, c'est comme on se traitait mal soi-même. Donc pour moi, ça, c'était la porte d'entrée. Qu'il y avait un lien très fort entre comment les humains se traitaient eux-mêmes, soit avec soi, mais soit avec les autres humains, avec soi et la nature, que c'était fondamentalement lié.
OK, donc c'est vraiment le double postulat de Rosnack, quoi, qu'il a Oui, posé en 73 de: «Les maux de la terre sont les maux des humains et en voilà, guérissant l'humain, on guérit la terre». OK, voilà. OK. Merci Marie. Hem, du coup, autre question. Quelle est la définition que tu proposerais toi de l'écopsychologie? Alors pourquoi je te pose cette question? Parce que, du coup, l'écopsychologie, a plusieurs finalement définitions, elle est pas un champ, disciplinaire à Mm. proprement parler et avoir en fait, ta définition à toi, c'est intéressant parce que ça va nous permettre de voir ce que toi tu as aussi déposé, dans le terrain de l'écopsychologie. Je sais pas si c'est moi qui l'ai déposé, mais c'est plutôt l'apport de tas de gens qui ont écrit dessus et ça a fait synthèse à l'intérieur de moi. Moi, je reviendrai à la définition d'Andy Fisher, qui est la base, la définition à partir de l'étymologie. Hein. Euh, Éco-psychologie, ça veut dire psychologie, hein, le discours sur la psyché, et éco en rapport avec notre maison. Voilà. Donc ça, c'est pour moi, c'est la base. Et après, l'éco-psychologie, vraiment, c'est une approche transdisciplinaire. Ça, c'est le fondement pour moi. C'est une approche transdisciplinaire. Donc ça veut dire, et c'est là où on peut des fois se perdre, parce que c'est vraiment tenir ensemble des disciplines qui jusqu'à présent étaient séparées et les faire dialoguer. OK, super. Et qu'est-ce que c'est venu nourrir, pour toi comme transformation dans ton approche du travail? Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait, cette vision de l'écopsychologie? Euh, Personnellement, j'essaye de réfléchir. Personnellement, euh, peut-être d'affiner de plus en plus qu'est-ce qu'il en est de l'altérité, qu'est-ce qu'il en est de la relation de soi à l'autre, que ce qu'il soit humain ou non humain. Ça m'a obligé à creuser encore plus la question. Ah super. Alors cette question, elle est peut-être un petit peu, difficile, mais je la pose quand même. Qu'est-ce que tu penses avoir apporté ou continuer à apporter au monde de l'écopsychologie? Alors, je vais dire d'où c'est né ça, parce que, bon, il y a eu que j'ai été demandée, donc j'ai commencé à creuser la question. Et puis, il y a eu le groupe avec Jean-Pierre Ledanf, voilà. Et dans ce groupe-là, c'est la première fois que j'entends parler du travail qui relie. Ah tiens, bon, intéressant et tout. Et puis, voilà pas qu'on apprend qu'il y a un groupe qui s'organise, un atelier sur un week-end. C'était en 2009. Donc on y va, on est plusieurs à y aller. Et dans les animateurs, il y avait Gauthier Chapelle. Et ce week-end, c'est très très bien passé. Moi, ça m'a plutôt enthousiasmé. Gauthier Chapelle était là, il tenait bien le truc. Et donc, on avait envie de continuer. Et comme toujours, quand quelque chose me plaît, je vais aller d'abord essayer pour moi-même. Donc, on continue. Et il y avait une formation, un travail qui relie, la même année en juillet, pour une semaine en Bretagne. Patrick et moi, on y va. Et là, c'était la catastrophe. C'est-à-dire que tout ce que je voyais qui posait problème dans l'animation d'un groupe apparaissait là. C'est-à-dire que les personnes amenaient, les animateurs amenaient leurs propres problèmes, permettaient que dans les participants amènent leurs propres problèmes. Il n'y avait pas de tenue du cadre. Il y avait des doubles messages, mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais je suis folle, là, qu'est-ce qui se passe? Je me sens folle. Alors je réfléchis, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe pour que moi je sente ça? Et après, j'ai compris, on était pris dans plein de doubles messages. Vous êtes en formation, mais faites des petits groupes où vous vous formez vous-même. On travaille avec la nature, mais on n'y va jamais. Euh, Vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez, mais quand on disait, mais attendez, ça va mal, ça se passe mal, on n'est pas bien et tout, on nous faisait taire. Donc vraiment, c'était vraiment la catastrophe. Et des gens se sont sentis vraiment très mal. Moi, heureusement que j'ai compris ce qui se passait en moi et ce qui se passait dans l'atelier. Donc j'ai pu m'en sortir assez vite. Mais il y en avait d'autres personnes qui ont été mal. Je me rappelle d'un copain qui a mis 2 mois pour s'en remettre, carrément.
Et encore, on était là pour le soutenir, pour lui dire, mais attends, ça vient pas de toi, etc. Voilà. Donc là, pour nous, quand on est revenu, on s'est dit, mais si c'est ça l'éco-psychologie, mais alors, ah non, ah non, ah non, au secours. Donc on arrête tout de suite. Et puis on s'est dit, mais non, du peu qu'on a compris, qu'on a lu, il y a sûrement autre chose de beaucoup plus sérieux. Et ça, en fait, nous a porté pour aller plus loin et donc pour apporter de l'éclairage. Et la première chose qu'on a fait avec Patrick, c'est constituer un groupe pour réfléchir à qu'est-ce qui se passait là. Alors il y avait des gens qui venaient de cet atelier-là, de travail qui relie, qui venaient là, puis il y avait d'autres personnes comme Michel Vidal ou Nadine Burdin qui nous ont rejoints très vite. Et on a commencé à réfléchir, on a lu le livre de Johanna Messi, Écopsychologie, pratique et rituel pour la Terre, c'est ça. Et on a vu qu'il y avait des choses où ça nous allait pas. Il y avait des choses qui nous allaient, bien sûr, mais il y avait des choses que ça nous allait pas. Et de fil en aiguille, comme ça, en creusant la question, mais qu'est-ce que c'est l'écopsychologie vraiment? Allons aux sources. Moi, je me suis de plus en plus mis à lire les Anglais, les Américains pour comprendre qu'est-ce qu'il en était aux sources, d'aller voir jusqu'à Robert Greenway qui avait créé une psychoécologie. Et bien, de fil en aiguille, comme ça, on s'est dit, mais le groupe s'est dit, il faut créer un site. Et c'est là qu'on a créé le site ecopsychologie.com pour apporter des éclairages. Tout ce que nous, on arrivait à comprendre au fur et à mesure de nos recherches, on voulait le donner aux gens. On voulait que les gens puissent gratuitement y accéder. Donc, on a fait ça pour expliquer la genèse de l'écopsychologie, les recherches, les concepts, et puis aussi des articles qui posaient des questions. Yes, merci Manu Manu, des formations professionnelles, Marie. Euh, ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. D'une certaine manière, du coup, ce que j'en comprends, c'est que ce travail qui relie que tu as fait, en tout cas cette formation que tu as fait à plusieurs, a été finalement ça t'a marqué finalement au fer rouge pour aller justement au fond du fond, essayer de comprendre, de démêler, de réorganiser à la fois ce que tu avais vécu, mais aussi ta pensée, et puis toute cette pensée qui vient donc des anglophones. Et donc, ça a été vraiment finalement, non pas un obstacle, mais finalement une pépite qui t'a permis de monter bah, ce groupe voilà, avec Patrick. Et ce que j'entends aussi, et ça va être la prochaine question, comment c'était justement à cette époque, dans ce lieu, à cette époque, la situation finalement dans le territoire, politiquement ou avec ce groupe, comment est-ce que c'était finalement? Comment est-ce que tu t'es senti par rapport à tout ça et l'implantation un petit peu de l'écopsychologie à travers votre groupe? Comment c'était? Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Est-ce que tu me poses la question de qu'est-ce qui était dans l'ambiance à cette époque-là sur le plan de la société, politique, etc. Ou qu'est-ce qui était dans le groupe de travail qui relie que j'ai fait? Non, plutôt sur à la société, La plutôt société. voilà, quand toi tu as commencé avec ton groupe à réfléchir à l'écopsychologie, est-ce que ben voilà, comment est-ce que c'était à cette époque pour commencer à bricoler quelque chose? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était difficile d'emmener ça un peu et de générer en fait voilà ce travail autour de l'écopsychologie? Hum. Comment est-ce Là, que ça, c'était en 2009. Donc, à l'époque, eh bien, enfin, en tout cas, tous ceux qui nous ont rejoints dans notre groupe étaient très, très sensibles aux problèmes écologiques. Ça, c'est clair. Qu'ils avaient une conscience que ça allait vraiment mal et qu'il fallait pas continuer comme ça. Ça, c'est sûr, on était convaincus. Donc, on était convaincus tous de la nécessité de réfléchir profondément aux choses et que l'écopsychologie pouvait aller là-dedans, mais pas n'importe comment. Donc, tu as eu tout à fait raison en me disant que ça m'a marqué au fer rouge et que ça m'a propulsé en disant, mais ça va pas se passer comme ça. Il faut y mettre du sérieux dans l'affaire parce qu'il y a du sérieux dans l'affaire. Voilà. Et que vu les enjeux environnementaux qui se précisaient de plus en plus, eh bien, on ne pouvait pas s'amuser.
Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Je sais pas comment est-ce que toi tu vivais, justement ces enjeux, genre par exemple, autour des enjeux, du territoire ou politique ou comment est-ce que parce que tu me disais que tu avais fait un truc avec, le DANF, Jean-Pierre Le Danf. Mmh. Tu parlais de ça et donc avec la fondation Nicolas Hulot. Comment est-ce que justement c'était à cette époque? Comment quand toi tu allais là-bas? On espérait pouvoir faire quelque chose dans le cadre de la fondation Nicolas Hulot, mais ça n'a pas pu se faire. Alors, ce qui a pu se faire, c'est heureusement qu'on a eu des contacts et qu'on a pu commencer à réfléchir ensemble, mais avoir une action, on n'a pas pu. D'accord. Et du coup, moi, par rapport à ce que tu étais en train de poser, Johan, et ce que tu étais en train de poser, Marie, ma question, elle est plus toujours dans cette démarche d'essayer de comprendre, tu vois, ce qui s'est passé à cette époque, à ce moment, tu vois, où vous avez insufflé l'écopsie en France. Est-ce que, avec le recul, tu pourrais peut-être nous décrire 2 choses? Après, on peut les prendre de manière différente, OK? Mais est-ce que tu pourrais peut-être nous décrire, qu'est-ce qui, d'après toi, ont été, comment dire? Des avantages, des choses que vous avez déposées, vous avez contribué et qui ont bien pris, tu vois, dans le terreau? Et de l'autre, qu'est-ce qui a été un frein à l'expansion aussi, peut-être de ce que vous aviez apporté? Cette question, pourquoi je te la pose, Marie? Parce que comme tu sais, ben, je suis un peu jungienne aussi, Mmh. de formation, et il y a cette idée, et c'est pour ça qu'on fait aussi cette conférence, il y a cette idée de comprendre par quoi vous êtes passé en fait. Parce que nous, on a conscience de ce que vous avez déposé, on sait ce que vous nous avez donné. Mais on a aussi besoin de comprendre quels ont été les freins, parce que ces freins, bah, peut-être que nous-mêmes, on n'en a pas conscience et que ça va nous aider aussi à nous préparer à mettre les ressources nécessaires pour pas freiner l'expansion de l'écopsychologie à l'heure actuelle, tu vois? Mmh. Alors, ce que je peux dire, c'est que par rapport à notre travail, parce qu'en même temps, par exemple, en 2010, on a sorti pour une écologie intérieure, donc ça aussi, ça a fait beaucoup de choses. Et on a été interpellés énormément, Patrick et moi, dans les réseaux d'éducation à la nature. On a été interpellés vraiment un peu partout dans la France par ces réseaux-là et qui étaient vraiment très ouverts, très contents de nous entendre parler et très ouverts à la question. Et c'est eux qui se sont mobilisés. Alors, j'étais tout à fait étonnée parce que je me disais, mais alors les psys, ils sont où là-dedans? Ils sont où? Et je déplorais parce qu'ils ne sont pas là. Mais par contre, l'éducation à la nature, ils étaient là, très présents et très, très avides de notre message. Donc là, ça a duré des années comme ça. Voilà. Alors, pourquoi les psys, eux, ne s'y intéressaient pas? Bien, je me dis que s'il y avait un modèle d'éco-psychologie qui apparaissait, qui pouvait leur faire peur ou qu'ils pouvaient ne pas prendre au sérieux. Ben, bon, j'en donne un exemple à travers l'atelier que j'ai suivi, mais aussi dans la façon de présenter l'éco-psychologie, il y avait des tendances, des gens qui ne connaissaient pas assez la psychologie, qui n'avaient pas fait de travail sur eux, qui s'emballaient, parce qu'évidemment, le sujet peut être emballant, mais est-ce qu'on a suffisamment d'assises pour y aller? Et c'était ça le problème. Moi, j'ai vu un parallèle entre ce que je voyais arriver avec l'éco-psychologie, avec ce que j'ai vu arriver de la psychologie humaniste dans les années 70. C'est-à-dire que le mouvement arrivé de la psychologie humaniste, des gens s'emballaient alors qu'ils n'avaient pas d'assises sur le plan psychologie, pas de connaissances, pas assez de travail sur eux, et ils faisaient des ateliers et tout allait bien se passer. Et j'ai vu la même chose arriver avec l'éco-psychologie. Et c'est sûr que les psys qui, eux, avaient travaillé en connaissance sur les concepts et aussi travaillé sur eux et tout, et qui voyaient arriver ça, ils disaient, mais c'est pas sérieux, c'est du New Age. Voilà. Et je pense que c'est ça qui fait que les psys se sont pas, jusqu'à présent, et je suis contente parce que c'est en train enfin de bouger, mais ça a mis du temps, et se sont pas intéressés à la chose, se sont détournés de la chose. Merci Marie. Donc du coup, ce que tu es en train de poser, c'est intéressant parce que là, tu vois, ça a activé, 2 articles, justement qui critiquent, joliment l'écopsychologie. Mhm. Autant sur le côté New Age, je pense notamment au livre, Greenwashing, où il y a
un article sur l'écopsychologie qui le critique dans le sens de New Age. Et puis ce livre aussi de Sutter, Eric Sutter, sur la collapsologie heureuse, où il parle aussi de ce côté New Age de Hmm. l'écopsychologie. Donc c'est vraiment, en tout cas, cet aspect-là qui freine la légitimité de l'écopsychologie, c'est ça, en tout cas, ou qui a freiné à cette époque la légitimité de Ah l'écopsychologie. oui, pour moi, c'est évident. Ouais, ok, ok. Et à l'heure actuelle, ce serait quoi ton regard justement par rapport à ce frein? Est-ce que tu crois qu'il est toujours actuel ou est-ce que tu penses que ça a évolué et comment ça a évolué? Je pense qu'il est encore actuel parce qu'il y a encore des personnes qui arrivent, qui peuvent planter leur drapeau sur le nouveau terrain. Et puis, ça fait beaucoup de mal à l'écopsychologie. Et puis, comme quand même, il y a des articles qui paraissent, qui sont plus sérieux, il y a ce que vous faites pour le présenter sérieusement, etc. Je pense que ça commence à bouger. Enfin, en tout cas, moi, l'Institut Jungien, on m'a contacté. Donc, c'est tout à fait nouveau. Je crois que c'est en train de basculer un peu. Ok, merci Marie. Du coup, avec ton regard, ton expérience, à l'heure actuelle, pour l'écopsychologie, quels sont un peu les enjeux épistémiques? Quels sont les enjeux, un peu les défis, qu'elle a à relever sur le plan, enfin, sur le plan social, environnemental, politique, et systémique? Qu'est-ce que Quelle est ton analyse sur la situation actuelle de l'écopsychologie? Ouf, c'est beaucoup à la fois. Bon, je pense qu'il faut continuer la recherche sur la question de la relation. Qu'est-ce que la relation? Qu'est-ce que ça implique? Et à tous les niveaux. La relation à soi, la relation aux autres, la relation évidemment à la nature, à l'environnement non humain. Comment on est pris là-dedans de la naissance jusqu'à notre mort, que c'est toujours en transformation, en constante transformation. Et donc, ça demande à la fois une évolution de conscience personnelle et à la fois, ça demande aussi beaucoup d'intérêt à ce qui est de l'ordre du social, c'est-à-dire l'ordre du care, comment les gens vivent, est-ce qu'ils ont le minimum pour vivre. Donc, s'ils ont le minimum pour vivre, eh ben, ils vont peut-être pouvoir, à ce moment-là, avoir un peu de loisir pour faire attention à ce qu'ils achètent. Est-ce qu'ils ont aussi suffisamment de possibilités d'accéder à un travail qui fait sens et non pas un travail pour juste avoir de quoi vivre et qui font, à ce moment-là, alimente le système production-consommation. Donc, un travail qui fait sens par rapport aux enjeux actuels. Donc, tout l'aspect social est très, très important. La dimension critique relevée, Rosac, est absolument fondamentale, critique de cette société, parce que y a pas, on est dans une mutation. On est dans un monde ancien qui doit mourir et pour la venue d'un autre monde. Donc, c'est absolument fondamental d'aller là-dedans. Et bien sûr, tout ce qui peut nous aider à nourrir la relation avec la nature, avec les écosystèmes, comment ça fonctionne, comment on est dépendant, comment on interagit avec, voilà, c'est fondamental. Merci Marie. Je vois Johan, toi, peut-être d'autres questions à poser? Oui, j'en ai une qui me vient là à l'esprit. C'est c'est un petit peu sur. En fait, je voulais. Tu sais, j'ai suivi, je crois que c'était il y a 2 ans maintenant, à peu près. Il y avait un webinaire donné par Sarah Kohler et, euh, et une psychiatre aussi, dont j'ai oublié le nom tout de suite. Et j'ai beaucoup aimé leur posture. Et Sarah Kohler nous disait aussi que, en fait, il fallait changer la relation entre le thérapeute et le patient, d'une relation qui était dyadique, donc juste à deux,
a une relation qui est triptyque, donc où on fait intervenir justement le non-vivant ou pas le non-vivant, je veux dire le plus que humain. Et même ça peut être le non-vivant, hein, les rivières, les montagnes, etc. Je veux dire la terre, dans la relation en tout cas thérapeutique. Et quel est voilà, je voulais savoir un peu ton point de vue là-dessus. Est-ce que tu sens que ça change un petit peu depuis que toi, tu as débuté voilà, dans ton cabinet et tout? Comment est-ce que tu perçois finalement ce changement? Oui, effectivement, moi j'ai arrêté de travailler, de recevoir des personnes en 2011. Donc, je commençais à entendre des personnes qui parlaient d'éco-anxiété. Hein, à ce moment-là, il y avait déjà des personnes. Mais ces pratiques-là n'avaient pas encore émergé. En tout cas, j'en avais pas eu connaissance. Je serai maintenant, j'essayerai, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, je m'y mettrai. Cela dit, au cabinet, la nature peut arriver parce qu'il y a une fenêtre et puis il y a un ciel dehors ou des arbres, parce que la personne va en parler. Vous voyez, moi, la première des choses que j'ai dites par rapport à mon intérêt pour l'écopsychologie, j'ai parlé de Rochepôle, mon village dans l'Ardèche, qui était au milieu des pins, des roches, etc. Donc, la nature, elle arrive aussi parce que la nature, elle est médiatisée aussi parce que on se transmet les uns les autres, nous les humains. Donc, la nature, elle peut arriver à travers la parole du patient. Notamment, je pense à une patiente tout à fait que j'avais à la fin qui me parlait de son inquiétude et qui me parlait beaucoup de comme ça lui faisait du bien d'aller marcher dans la nature. Donc, la nature arrivait dans le cabinet. Cela dit, moi, je pense qu'il faut proposer plusieurs choses en fonction de comment les gens se sentent. S'ils se sentent de faire une éco-psychothérapie, eh bien, pourquoi pas, à ce moment-là, oui, de les emmener dans un coin de nature ou dans son jardin, pourquoi pas. Mais s'ils ne se sentent pas, qu'ils ont besoin d'un cadre, d'un environnement plus contenant pour se sentir plus en intimité, il faut respecter ça aussi. Yes, merci Marie. Est-ce que on passe Alors, j'ai juste une dernière question. yes. C'est la toute dernière, Marie, celle que je poserai un petit peu à tout le monde. Est-ce qu'on peut recevoir tes recommandations pour dépasser un petit peu l'ombre de l'écopsychologie, donc celle que, en tout cas, toi, tu as déterminée, c'est-à-dire ce côté New Age. Qu'est-ce que tu nous recommanderais? Et quand je dis nous, c'est moi, Johan, mais toutes les personnes qui s'engagent dans l'écopsychologie à l'heure actuelle. Euh, voilà, quelle est la sagesse ou les sagesses que tu nous transmettrais? De prendre le temps de comprendre de quoi il retourne. Ça veut dire d'aller chercher les informations sur comment c'est né, qu'est-ce que ça a dit, qu'est-ce qu'il en est de la relation, comment la relation se constitue, comment elle peut être barrée. Donc toutes ces connaissances-là, de les acquérir. Ensuite, si on veut se mettre à pratiquer, eh bien, absolument se former à la dynamique de groupe. Aller en supervision, analyse de la pratique, pour pouvoir s'interroger, se regarder soi en train de faire et s'interroger sur qu'est-ce que je suis en train de faire là, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, tiens, il y a eu telle réaction, euh, qu'est-ce que ça m'a fait, est-ce que c'était bien de répondre comme ça, est-ce que j'aurais pu répondre autrement, etc. Donc d'avoir tout ce retour, tout ce questionnement. Voilà, c'est ça surtout que je recommanderais. Euh, Avec aussi dans les stages, ce qu'on peut faire aussi dans les stages, c'est-à-dire à la fin des stages, on peut demander aux participants de faire une évaluation. Donc d'être ouvert au questionnement, de pas foncer, je n'ai aucun doute, foncer tête baissée, non. Ça amène beaucoup de questions. C'est tellement vaste, l'écopsychologie. Là, je me dis, c'est difficile de s'appeler écopsychologue. En plus, il y a psychologue dedans. Ça voudrait dire qu'on a un minimum de connaissances en psychologie, déjà. Et puis ensuite, écopsychologue, ça veut dire, il y a de la philosophie, il y a, il y a de l'ethnologie,
il y a bien sûr de la psychologie, il y a de l'écologie, évidemment. Enfin, c'est énorme. Donc, on peut se dire chercheur en éco-psychologie. Mais éco-psychologue, ça paraît difficile parce qu'on ne peut pas savoir tout ça. On est juste ouvert à une dimension très large. Merci Marie pour ces grains de sagesse. Eh bien, c'est le moment pour tout le monde, si vous le souhaitez, de poser des questions ouvertement à Marie ou si vous préférez dans le chat, comme ce qui vous paraît le plus confortable. On a 20 minutes d'échange avec Marie, donc allez-y, tout est ouvert. Oui, Céline, vas-y. Je peux me risquer. D'abord, merci beaucoup. Je suis un peu malade, donc j'ai une voix un peu cassée. Je suis désolée, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, je suis moi-même psychologue. J'ai quitté mon travail salarié pour ouvrir mon cabinet en libéral, normalement en janvier, si tout va bien. Et du coup, je suis ravie de vous entendre redire tout ça parce que je me suis posé 1000 questions en me disant, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Où est-ce que... Alors, donc, je n'arrête pas de lire. Merci aussi à la FECOP d'apporter plein d'éléments théoriques, à Johan pour son livre, à Marie pour aussi le livre que vous avez encore publié il n'y a pas longtemps. Parce que du coup, ça apporte vraiment cette assise théorique dont moi j'ai besoin, parce que je me disais, c'est chouette l'idée d'accompagner dans la nature, mais concrètement, ça vient d'où cette idée et comment je vais pouvoir justifier d'une certaine façon cette pratique-là. Donc, je me sens effectivement plus, plus solide et puis confortée dans ma démarche de me poser des questions. Je voulais dire aussi par rapport aux psychologues, c'est anecdotique, mais je pense que c'est assez représentatif de ce que vous disiez tout à l'heure, Marie. J'ai écouté une introduction, une formation de Laurette Détry, qui est psychologue et qui fait des formations par le COPES, donc formation pour plutôt le public enfant-ado. Et elle proposait une formation sur l'enfant et son environnement naturel. Je me suis dit, super. Donc, j'ai assisté à cette introduction qui était en visio et je me suis permis de lui poser la question, qu'est-ce que vous pensez de l'éco-psychologie? Alors, elle avait peu de temps, mais quand même, je voulais... Et j'ai senti ce que vous avez décrit, en fait, ce côté un peu où il y a un peu de tout et un peu... il y a trop de choses mélangées pour que ce soit sérieux. C'est ce que je sais plus sa réponse exacte, mais bon, voilà, je me suis dit, ça reste encore, malgré pourtant sa sensibilité, puisque ça lui tenait à cœur ce sujet en disant il faut absolument que les enfants ils reprennent le lien avec leur environnement naturel. Enfin, je me suis dit, bon, il y a encore du boulot pour que ça traverse un peu tous ces doutes, voilà. Bon, puis j'ai trouvé aussi, je termine, je m'arrête là, le livre du Coq-Héron sur la psychanalyse face au péril environnemental, où j'ai trouvé aussi là beaucoup d'éléments plus psychanalytiques, mais du coup, qui viennent interroger pourquoi l'humain, pourquoi l'individu va aller détruire son environnement alors que c'est là où il vit. Moi, il y avait des articles qui m'ont un peu miné le moral, mais bon, voilà, c'était riche aussi. Je le conseille, voilà, si on a cette sensibilité-là, voilà, il y avait plein d'articles différents, donc on pouvait trouver beaucoup de choses. Voilà. Effectivement, il y a ce numéro du Coq-Héron, et puis il y a le livre que Luc Magnona a écrit, c'est Oui. un livre collectif, et où enfin j'étais contente, en plus je suis allée l'écouter en conférence à Genève, et il reprend enfin les travaux de Harold Searles. Alors qu'Harold Searles, il a écrit son bouquin en 1960, silence, 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 après, et il n'y a que maintenant que ça commence à apparaître. À lire. Le livre de Luc Magnona, c'est La crise environnementale sur le divan. Oui, merci. Je suis contente de vous entendre et puis de savoir qu'il y a d'autres personnes qui continuent parce qu'ils étaient avec le même questionnement que moi au début et puis qu'au moins ce qu'on a fait peut apporter quelques éléments Oui, pour merci. tout ce travail qu'on a fait au départ. Oui. Très utile, merci. Puis la FECOP qui suit du coup. Voilà, absolument. Parfait. Oui, Bernard Boisson t'en a parlé.
lui, il parle souvent enfin souvent non, mais il parle du sentiment océanique. Hum, Alors, pour m'expliquer un peu plus, moi, ma vie m'a amené à vivre presque 15 ans chez les Indiens Atikamekw, perdus dans le nord du Canada. Et leur sentiment d'appartenance à la nature, ben, au bout de 15 ans, forcément, tous les jours, petit à petit, c'est fini par rentrer dans mon cœur. Et en revenant en Europe, j'étais atterré de constater à quel point la civilisation ici est coupée avec la nature. Tu parles de liens et tout ça, mais il n'y a plus là. Et c'est en cherchant les raisons de cette coupure que ça m'a amené à lire énormément de choses, de tous les auteurs dont tu as parlé là, etc., rencontrer des gens pour connaître un peu ce qu'est l'éco-psychologie. Ce que j'aimerais savoir, c'est toi, avec ta porte d'entrée qui est très psychologue, hum, euh, qu'est-ce que tu penses de ce sentiment océanique? Comment tu pourrais l'expliquer? hum. Comment t'expliques aux gens qui sont autour de toi? Parce que moi, j'ai beaucoup de peine à expliquer ça, au fait. Oui, c'est pas facile et en plus, les psys, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Ah, Alors, je vais te donner mon point de vue en fonction de mon propre cheminement. Euh, c'est vrai que l'expérience que j'ai eue avec les pins de l'Ardèche a été quelque chose de très marquant pour moi. Et que, par exemple, je ne peux pas vivre en ville. C'est impossible pour moi de vivre en ville. Je suis obligée de vivre à la campagne, sinon je me sens mal. Donc, je veux dire, il y a quelque chose de très, très fort qui s'est marqué en moi. Et c'est vrai que des fois, dans des contacts avec la nature, ça s'est passé une fois dans le désert et une autre fois au bord de la Méditerranée, où je suis partie comme ça dans un sentiment océanique très fort. Alors, il y a plusieurs interprétations. Certains vont dire c'est une régression, c'est-à-dire quand on regarde l'évolution de la psyché, au début, c'est un tout, hein, c'est un tout indifférencié. L'enfant, il est mélangé avec sa mère, avec ses parents, avec les ancêtres, avec le monde non humain autour de lui. Tout est mélangé, c'est un tout indifférencié. Petit à petit émerge la conscience, donc il va petit à petit se reconnaître comme ah, il y a un jeu, il y a un jeu. Je peux dire j'ai faim, je veux ci, voilà, ou dire non. Ça, c'est un moment très important qui montre qu'il commence à se penser en jeu. Et en même temps qu'il se pense en jeu, il commence à voir l'autre, le tu. C'est ça, c'est comme ça que naît la relation d'altérité, le jeu et tu. Il faut bien ne pas oublier le et qui est le et du lien. Voilà. Alors, ce qui est avant ça, on pourrait dire que c'est du pré-rationnel, du pré-personnel. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que émerge cette conscience et qu'elle se développe de plus en plus avec l'adolescence qui en donne un sacré coup, à ce moment-là, on est dans le personnel et plus dans le rationnel. Et puis, il y aurait un transpersonnel qui fait qu'à certains moments, eh bien, de nouveau, je veux dire, on est pris par l'union du grand tout, je dirais, en gros. Mais ça ne veut pas dire qu'on est dans l'indifférencié. Et là où il peut y avoir un mélange, c'est-à-dire, et c'est là, entre le pré-rationnel et le trans-rationnel, entre le pré-personnel et le transpersonnel, il peut y avoir un mélange, c'est-à-dire que des gens qui veulent la fusion avec la nature idéalisée, un idéal mystique presque, mais comme ça, mais repartent dans une régression dans l'indifférencié, alors que le transpersonnel, le transrationnel, on se sait distinct, mais on a une conscience qui s'élargit et qui va au sentiment océanique d'être dans un grand tout. C'est là comme je l'expose. mhm. Oui, oui. Je ne suis pas la seule à le dire, alors je n'arriverai pas à me retrouver non, mais ça doit être quelque part, au moins dans notre dernier livre, qu'il y a un psychologue qui travaille beaucoup dans la psychologie transpersonnelle qui explique bien ça comme ça. Mais le problème, c'est justement dans les risques de l'écopsychologie, c'est de vouloir absolument aller dans la fusion avec le grand tout, mais en oubliant que, hey, attention, il y a de l'altérité, on est distinct. Et c'est de tenir tout ça ensemble.
Voilà. Ça te parle? Si, oui, oui. Que je peux intervenir dans ce que vous êtes en train de poser? Parce que du coup, ce que tu es en train de poser, Marie, effectivement, dans le risque de fusion, et c'est là où c'est intéressant dans l'écopsychologie, enfin, il me semble, c'est vraiment ce concept que Morin apporte, en tout cas que l'écopsychologie va saisir chez Morin, qui est celui de la dialogique. Qui permet vraiment d'aller dépasser, l'état de fusion, mais de permettre de rencontrer, en fait, soit 2 opposés, 2 antagonistes ou 2 essences qui ont besoin de garder leur identité propre, tout en créant, en fait, une troisième voie à l'intérieur de soi. Et c'est en ça qu'il y a le côté trans, le côté méta, le côté, c'est qu'il y a une troisième voie qui se fait et pourtant les essences restent distinctes parce qu'on y met aussi de la conscience. Et c'est, bah, ça fait partie d'une des voies, hein, de l'écopsychologie qui est, de ne pas mettre, les parties et les fonctions pensantes et réflexives de côté au profit d'un tout ressentant et fusionnant ou en inverse, c'est-à-dire, de repartir dans des fonctions hyperpensantes en dénigrant le ressenti. Heu et finalement dans ce sentiment océanique ou dans le flow, il y a cette idée de transcender, de créer une troisième voie par une union et pas une fusion de ces 2 identités. Est-ce que c'est enfin, moi je le traduis de cette manière, mais je ne sais pas si c'est juste ou pas. Non, c'est tout à fait juste. J'aime bien ce que tu amènes. C'est tout à fait juste. C'est-à-dire, l'écopsychologie, elle a pour vocation d'être transdisciplinaire. Et la transdisciplinarité fait appel à la complexité de Edgar Morin. C'est-à-dire, on est dans l'unidualité. L'unidualité. Et si on veut être que dans l'union et qu'on oublie la dualité, pas juste, on est dans la dualité à ce moment-là. Si on veut être que dans la dualité, ben, c'est pas juste parce il y a aussi de l'union. Voilà. C'est aussi ce que j'aime bien avec François Julien sur l'antre, le jeu et l'autre, et l'antre, qu'il y a toujours de l'antre. Et c'est ça qui nous fait. Voilà. Non, mais c'est très bien ce que tu apportes, tout à fait d'accord. J'ai une petite question aussi, Marie, parce que du coup, là, en vous écoutant, ça m'a fait repenser à ce que tu disais que de temps en temps, tu avais vu que l'écopsychologie, ou tu avais entendu en tout cas que ça pouvait être taxé de New Age. Et donc, je voulais savoir, qu'est-ce que toi, tu réponds voilà, à ces personnes qui se disent que voilà, l'écopsychologie, c'est New Age, ou comment est-ce que tu fais cette différence, ou comment est-ce que toi, tu réponds voilà, par rapport à ça? Je n'ai pas de personnes qui m'ont posé la question, alors je n'ai pas eu à répondre. Une personne me dirait ça, je dirais oui, on peut le voir comme ça, parce qu'à certains moments, ça prend cet aspect-là, et là, c'est pas juste. Mais la vraie vocation de l'écopsychologie n'est pas là, et il y a des écrits, il y a des pratiques qui vont dans un sens beaucoup plus sérieux. Et là, allez voir, et allez voir ceux qui parlent de ça, sérieusement, et là, je peux donner des noms. Marie. Merci. Du coup, tu nous les donnes les noms? La FICOP, par exemple, au hasard. Nous, non, la question qu'on a eue plus tôt, c'était mais pourquoi vous êtes pas d'accord comme ça? Parce que quand on a été à des rencontres, par exemple, on a été au Val de Consolation, je ne sais plus en quelle année c'était au Val de Consolation, où il y avait Dominique Bourg, Philippe Roch, Michel Maxime Heger, et qu'on a dit nos inquiétudes, nos craintes par rapport à comment des fois l'écopsychologie se présentait. Eh bien, il y avait des gens qui entendaient, hein, tout à fait, mais il y avait des gens qui disaient, mais on était les empêcheurs de tourner en rond. C'est plutôt ça qu'on a eu. Super Marie. C'est important ce que tu es en train de déposer parce que, pour les personnes qui découvrent l'écopsychologie ou voilà, ou qui sont déjà dedans, bah, ça fait partie des réalités de terrain qu'on vit tous. C'est-à-dire que comme Mm, tu l'as dit, c'est vraiment un champ qui est transdisciplinaire, qui fait rencontrer, ben, des obédiences différentes, des champs d'action différents aussi, des choses qui nous mm. portent, hein, à tous et à toutes, différemment et effectivement, bah, oui, on peut vivre ça et c'est important que tu le poses.
carrément. Enfin, pour qu'on se sente moins seul quand ça nous arrive, quoi. Comment? Qu'on se J'ai pas sente entendu moins seul derrière. qu'on se sente moins Oui, seul quand ça nous arrive, tu vois? Toi aussi, tu l'as vécu, donc oui. voilà, Ah c'est ben, aussi moi, normal. quand vous arriviez, qu'est-ce que je suis contente. Je l'ai signalé dans la préface du bouquin de Johan. J'ai dit, enfin, enfin, ça devient un peu sérieux. Enfin, il y a des copains avec qui on peut parler le même langage. Merci Marie. Eh bien, on va, vers les 20 minutes. Ça passe vite, hein, quand on est en bonne compagnie, mais pour pas abuser de ce bon temps, peut-être une dernière question? Est-ce que vous avez une dernière question à poser? Moi, j'en aurais plein, hein, mais je me tais et je vous laisse la place. Eh ben, moi, j'en ai une. Voilà, vous n'avez pas pris le flambeau, alors j'y vais. Marie, où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement? Ah, Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, à la rencontre organisée par la LPO sur le lien au vivant, et où il y aura Olivier Amand, qui est un biologiste et qui ouvre une troisième voie, justement, pour le vivant, pour le lien avec le vivant. C'est très, très intéressant ce qu'il amène, et j'interviendrai l'après-midi. Hmm, Le super. 7 octobre. C'est sur le week-end, 7 et 8 octobre. Et Olivier Amand et moi, on intervient le 7 octobre. Top. Super. Merci. Mmh. Eh bien, on arrive à la fin, à moins qu'il y ait vraiment une dernière question des dernières questions. Levez la main comme ça, on évite la frustration. Nathalène, est-ce que tu aurais envie? Non? OK. Ah si, Non, mais Toi, tu en avais juste une. vous remercier. Pardon. Bah, juste vous remercier. Je suis tombée par hasard, il n'y a pas de hasard, sur votre conférence juste un quart d'heure avant que ça commence. Donc, merci beaucoup. Moi, je suis plutôt côté nature et emmener les groupes en nature et Mhm. les connecter au vivant, mais en leur disant bien que je suis pas psychologue. Et du coup, c'est très intéressant ces échanges et je vous remercie. merci. Eh bien, nous arrivons donc à la fin. Et Marie, je te remercie de tout mon cœur. Je crois que je te remercie aussi Avec plaisir. au nom de la FECOP, vraiment, Avec pour, plaisir. ouais, vraiment, pour tout ce que tu as contribué, en off. Enfin, voilà, tu as été soutenante, présente, tu as pas compté tes heures, à nous écouter, à nous écouter dans nos peurs, à nous écouter aussi dans nos expansions de joie, et cetera. Donc, merci d'être la grand-mère qui aussi nous protège avec l'ombrage de ton expérience. Merci pour les grains de sagesse que tu as déposés, et puis, ben, pour tout ce que tu continues à faire, pour l'écopsychologie de ton côté, là où tu es, dans ta forêt. Voilà, un immense merci Marie. Et merci à vous. Et merci à vous et au plaisir. Et Mmh. bonne suite.